Bonjour et bienvenue à ce dernier cours de cette série sur les récepteurs nucléaires et l'oncogénèse. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du récepteur aux estrogènes et à la progestérone dans le cancer du sein. Un sujet extrêmement important par son incidence en santé publique, comme on va le voir. Un sujet qui, paradoxalement, alors que les récepteurs aux estrogènes et la progestérone ont été clonés il y a plus de 25 ans, a connu un certain nombre de rebondissements dans ces 5 dernières années. Et donc, il est tout à fait possible que je refasse un cours sur ce sujet spécifiquement dans 5 ou 10 ans, car il est probable que beaucoup de choses auront changé d'ici là. Et je pense que le cours que je vais vous donner aujourd'hui devrait vous mettre l'eau à la bouche, voyant qu'au fond, il y a des choses extrêmement intéressantes qu'on commence à comprendre, mais manifestement, on ne connaît pas tout. Il y a encore des choses extrêmement importantes qui risquent de sortir dans les 5 ans qui viennent et qui justifieront donc certainement un nouveau cours sur cette thématique. Donc, je vous rappelle le début de l'histoire, finalement, c'est Antoine Lacassagne, mon prédécesseur à cette chaire, dans les années 30, qui fait, à une époque où on pensait que le cancer était le résultat d'agents exogènes, je vous rappelle les virus, les mutagènes, les rayons, les carcinogènes chimiques. Donc on avait cette image du cancer qui vient de l'extérieur, finalement, d'agression d'organismes par des êtres vivants comme les virus ou par des substances chimiques ou des substances physiques qui vont être à l'origine de ce cancer. Eh bien, ce que fait Antoine Lacassagne, c'est qu'il montre qu'une hormone œstrogénique, qu'on appelle la folliculine, qui en fait n'est autre que l'estrogène, est capable d'induire des cancers du sein, cancer de la glande mammaire, chez des souris mâles, ce qui était évidemment tout à fait inattendu. Et donc ça a vraiment ouvert historiquement l'idée de cette piste endogène du cancer, c'est-à-dire de concevoir que le cancer pouvait être à l'origine, que l'origine du cancer, pouvait être dans des dérégulations internes à travers des systèmes hormonaux et pas simplement à travers des agressions externes comme les virus, les rayonnements ou les carcinogènes chimiques. Et puis par ailleurs, les hormones, comme les œstrogènes, ont été représentées la première tête de file, si j'ose dire, d'un groupe de substances qui sont cancérigènes, mais qui ne sont pas mutagènes, parce qu'en effet, les hormones ne sont pas directement impliquées dans l'acquisition de mutations. Et donc, contrairement aux virus, contrairement au rayonnement, contrairement aux substances chimiques, contrairement au goudron qui était bien connu à l'époque, eh bien, on voit apparaître de très puissants cancérigènes, mais qui ne vont pas agir par l'intermédiaire de l'induction de mutations. Ça, c'était donc un changement conceptuel extrêmement important dans l'histoire de la cancérologie. Alors, quelques mots de généralité sur le cancer du sein. D'abord, le cancer du sein, ça n'existe pas, il faut dire les cancers du sein, parce que c'est un regroupement au niveau histologique, donc au niveau de la morphologie, de peut-être jusqu'à 18 formes différentes qui ont été distinguées et décrites par nos collègues anatomopathologistes. Et on verra qu'au niveau des formes moléculaires, dont on verra tout à l'heure comment elles sont définies, il y a au moins 5 grandes formes. Donc, extrême hétérogénéité. Et donc, il est extrêmement important, lorsque l'on considère des études sur les cancers du sein, de savoir si on considère les cancers du sein dans leur ensemble ou si on considère des cancers du sein groupe par groupe. Et on verra qu'effectivement, l'épidémiologie est très différente suivant les différents groupes. Certains sont manifestement liés à des dérégulations hormonales, on le verra tout à l'heure. D'autres, au contraire, sont liés à des défauts de la réparation d'ADN, comme par exemple les formes héréditaires. Alors, en moyenne, il y a 300 mutations. Assez peu de mutations récurrentes. On verra tout à l'heure les tableaux mutationnels de ces cancers du sein. Donc une génétique compliquée, puisque vous voyez qu'il y a à la fois beaucoup d'anomalies génétiques, mais il n'y en a pas beaucoup récurrentes. Et ça, encore une fois, ça tranche singulièrement avec la situation que l'on connaît dans les leucémies, par exemple. Alors une autre chose importante, et qui est de réalisation très récente, c'est qu'à partir de mammectomies de réduction, donc qui sont faites sur des femmes qui ont des glandes mammaires trop importantes, mais normales, eh bien, en examinant avec beaucoup de détails au niveau anatomopathologique ces pièces de mastectomie de résection,
on s'est aperçu que jusqu'à 30% des femmes de 40 ans avaient des lésions prétumorales, ce qu'on appelle donc des carcinomes in situ. Et quand on regarde les lésions génétiques de ces carcinomes in situ, eh bien, on s'aperçoit que ce sont pratiquement les mêmes que ceux des cancers avancés. Ce qui veut dire au fond que dans ce modèle qui est relativement unique en cancérologie, finalement les lésions précancéreuses sont extrêmement courantes. Vous voyez, 30% chez les femmes de 40 ans et probablement ça s'aggrave avec l'âge. Néanmoins, on sait que grosso modo, tout au long de la vie, seulement 10 à 12% des femmes vont avoir un cancer détecté. Et encore une fois, les lésions génétiques entre ces lésions précancéreuses et les cancers sont extrêmement similaires. Donc ça pose un problème extrêmement intéressant qui tranche un peu avec l'option du tout génétique dont on a parlé précédemment, qui veut dire qu'un certain nombre de ces lésions vont régresser spontanément ou au moins ne vont pas progresser. Et donc le rôle du micro-environnement, qui peut être hormonal ou immunitaire, va être extrêmement important au fond pour faire qu'un certain nombre de ces lésions précancéreuses, encore une fois, qui ont toutes les caractéristiques génétiques des cancers, dans un grand nombre de cas, finalement, dans la vraie vie, ne vont pas évoluer. Ça, c'est évidemment extrêmement important et à garder en mémoire le fait qu'il ne suffit pas pour le sein d'avoir des lésions génétiques. Il faut également avoir un environnement hormonal important. Et donc, ceci suggère que l'environnement hormonal, et on va voir ce qu'on entend par environnement hormonal, est extrêmement important. Et des études épidémiologiques très anciennes avaient montré que la maternité est protectrice. Et effectivement, au XVIIIe siècle, on savait que le cancer des mamelles, le cancer du sein, c'était la tumeur des couvents, donc des tumeurs qu'on ne voyait pratiquement à l'époque que chez des femmes qui n'avaient pas d'enfants du fait de leur engagement religieux. Donc une épidémiologie, vous voyez, une génétique au fond qui est très large, et puis un environnement hormonal qui est extrêmement important, on y reviendra, et qui va donner lieu à une épidémiologie assez caricaturale. Évidemment, l'observation fondatrice de cette hormonodépendance des cancers du sein, eh c'est l'expérience rapportée par un chirurgien anglais qui s'appelait Beatson à la fin du XIXe siècle, vous voyez, dans les années tout à fait à la fin du XIXe siècle, montrant que des cancers du sein extrêmement avancés allaient régresser si l'on enlève les ovaires. Donc si l'on enlève la source d'hormones, si on réalise une castration chirurgicale, eh bien, dans un certain nombre de cas, les cancers du sein vont soit s'arrêter de progresser, soit montrer des régressions spectaculaires, démontrant encore une fois, dans le contexte d'un patient, qui a une dépendance du développement du cancer à un facteur qui est sécrété par les ovaires, et bien sûr ce facteur, ce sont les estrogènes. Alors cette approche de castration chirurgicale a été remplacée plus tard par des castrations chimiques, au fond soit avec des anti-œstrogènes, avec un produit qui a été donné à des millions de femmes et qui a sauvé la vie de millions de femmes qui s'appelle le tamoxifène, on y reviendra, qui est un inhibiteur compétitif de l'action des œstrogènes, soit plus tard avec des inhibiteurs chimiques, des inhibiteurs d'aromatase, qui vont donc bloquer l'activité d'une des enzymes de biosynthèse des estrogènes et qui vont donc réaliser de facto une déplétion en estrogène du fait de l'inhibition de sa synthèse. Vous voyez que dans cette histoire naturelle, le rôle des estrogènes est extrêmement important, et aussi bien dans le déclenchement que dans le développement des cancers du sein. Alors, je vous ai dit que ces cancers du sein constituent un groupe extrêmement hétérogène de tumeurs. Voilà l'illustration de ceci. Alors, ça ressemble, c'est ce qu'on appelle des résultats d'une analyse hiérarchique de puces d'ADN, c'est-à-dire qu'on prend des photographies de l'expression de tous les gènes à la fois des différentes tumeurs, sur un très grand nombre de tumeurs, vous voyez ici c'est plusieurs centaines, et on va demander par des programmes informatiques, on va demander donc à cette informatique, par cette technique de regroupement hiérarchisé, de mettre ensemble
les différentes tumeurs qui vont avoir les mêmes profils d'expression génétique, c'est-à-dire de regrouper artificiellement les tumeurs en fonction des gènes qu'elles vont exprimer. Et alors ça, c'est tout à fait intéressant. Ce qu'il faut voir, c'est les paquets rouges. Donc les paquets rouges traduisent des groupes de gènes, donc les gènes sont de ce côté-ci, et les tumeurs sont de ce côté-là. Donc là, vous avez dans cette matrice diagonalisée un groupe de gènes qui est très fortement exprimé dans un groupe que l'on appelle les cancers basaux. Donc ça, c'est la signature moléculaire de ces cancers basaux, vous voyez, qui est propre à ce groupe et absolument pas exprimée chez les autres. Alors la signature moléculaire du récepteur aux estrogènes, vous la voyez ici. Et donc vous voyez que tous ces groupes de tumeurs, qu'on appelle les tumeurs luminales ou les tumeurs normales, vont surexprimer fortement un groupe de gènes qui sont les gènes dépendants des estrogènes, le récepteur aux estrogènes lui-même, et puis un certain nombre de gènes cibles qui sont co-régulés avec le récepteur aux estrogènes. Et puis vous avez un autre bloc qui est important, qui est celui-ci. Là, ça, c'est le récepteur aux androgènes, et toute une série de gènes co-régulés, dont vous voyez qu'il est extrêmement fortement exprimé dans la plupart des cancers du sein, mais pas par contre dans ces tumeurs basales. Et puis le dernier groupe qui est important de considérer, c'est ce groupe-là. Et ça, c'est le groupe de tous les gènes qui vont traduire la prolifération cellulaire. Et donc plus une tumeur prolifère vite, plus elle va exprimer un ensemble de gènes qui sont des cibles d'un facteur de transcription important qu'on appelle E2F. Et donc toutes ces cibles de E2F, vous voyez, sont massivement exprimées dans ce bloc de cancer, alors que dans les autres, vous voyez qu'il y a très peu ou pratiquement pas de prolifération. Et ceci, bien entendu, cette analyse moléculaire pardon, colle très bien avec les... pardon, avec les... excusez-moi. Colle très bien donc avec les observations morphologiques. On sait mesurer la prolifération, on y reviendra, et effectivement, toutes ces tumeurs-là ne prolifèrent pas. Et donc, vous voyez qu'on peut, par le regroupement de ces blocs de gènes, créer des classes différentes. Donc, on a les cancers basaux ici, dont on ne parlera pas aujourd'hui parce qu'ils sont complètement indépendants de la signalisation œstrogénique. Et puis, on a un grand groupe de tumeurs qui expriment au moins tous les gènes cibles du récepteur aux estrogènes, qu'on divise dans cette étude en 3 catégories. On va s'intéresser beaucoup aujourd'hui à ce qu'on appelle lumino A et les lumino B. Et la grande différence, comme vous le voyez, entre le lumino A et les lumino B, c'est qu'il y en a un qui prolifère et l'autre qui ne prolifère pas. Donc un groupe est un groupe de tumeurs exprimant le récepteur aux estrogènes, mais ne proliférant pas. Ce groupe-là exprime le récepteur aux estrogènes, mais prolifère pour des raisons qu'on viendra. Et on verra que la biologie de ces deux types de tumeurs, en particulier vis-à-vis de la réponse aux anti-œstrogènes, est profondément différente. Grosso modo, donc ça c'est ce qu'on appelle l'analyse en composantes principales, qui vous montre les différents réseaux de gènes associés à ces différentes tumeurs et qui montre qu'au fond, comme on peut le voir sur ce schéma, on est capable de manière assez simple de séparer ces différents groupes avec quelques gènes. Donc 70% des cancers du sein environ expriment le récepteur aux estrogènes ER-alpha. Alors ça c'était pour le récepteur. Parlons très brièvement de la manière dont on fabrique des estrogènes. Eh bien, les estrogènes sont principalement fabriqués dans les ovaires, au niveau des cellules técales qui sont à l'extérieur ou des cellules de la granulosa qui sont à l'intérieur de l'oocyte avant qu'il ne soit pondu. Et c'est une synthèse qui part du cholestérol. Dans les deux types de cellules, on peut aller jusqu'à la synthèse de progestérone, qui est l'autre hormone associée à la signalisation par les hormones sexuelles féminines. On y reviendra. Dans les cellules técales, donc à l'extérieur, on va pouvoir faire la synthèse d'androgènes. Ces androgènes vont ensuite être transférés à travers la membrane basale et être, par les cellules de la granulosa, transformés en estradiol. Et donc, dans les deux phases du cycle cellulaire, dans la première phase folliculaire, on va avoir une synthèse importante d'estradiol par les cellules de la granulosa.
Et puis après l'ovulation, cette synthèse d'estradiol va brutalement diminuer et on va avoir au contraire une importante synthèse de progestérone correspond par les cellules du corpus luteum, correspondant finalement à la moitié de la voie de la synthèse biochimique, hein, à partir du cholestérol. Donc ça, c'est ce qui se passe évidemment dans des situations de femmes non ménopausées. Et chose importante, dans cette phase folliculaire estrogénique, les réponses des deux tissus cibles principaux, qui sont l'utérus et le sein, sont très différentes. Ça, c'est quelque chose qui, au fond, a été réalisé, dont l'importance n'a été réalisée que de manière assez récente. Dans cette phase folliculaire, on va avoir une prolifération de la muqueuse de l'épithélium utérin. Par contre, les cellules épithéliales mammaires ne bougent pas. Et inversement, dans la phase progestative, c'est l'inverse. Ce qu'on appelle la phase lutéale ou progestative, c'est l'inverse. L'utérus va entrer dans une phase sécrétoire, mais c'est à ce moment-là que les cellules mammaires vont se mettre à proliférer. Donc, vous voyez que ces deux hormones, donc, qui sont étroitement dépendantes l'une de l'autre, on va voir que c'est également le cas de leurs récepteurs, vont être régulées de manière extrêmement fine, oscillatoire, et avec des résultats différents sur les différents tissus cibles. Encore une fois, l'utérus proliférant en phase folliculaire et les cellules du sein proliférant, elles, en phase progestative. Alors, passons à l'épidémiologie. L'épidémiologie des cancers du sein est intéressante et elle montre de très grandes disparités géographiques. Et vous vous souvenez que ces disparités géographiques, au fond, ressemblent beaucoup à celles qu'on a observées pour le cancer de prostate. Les pays développés, Europe, États-Unis, Argentine, Australie, ayant une incidence beaucoup plus forte, le monde asiatique ayant une incidence faible. Alors, ça, c'est l'incidence, c'est les nouveaux cas détectés, et ça, c'est la mortalité. Vous voyez qu'il y a une assez importante différence entre l'incidence et la mortalité, qui traduit probablement la performance du système de santé et de savoir à quel point est-ce qu'on s'intéresse en particulier à la santé des femmes. Et vous voyez donc qu'il y a un certain nombre de pays dans lesquels il y a une mortalité forte pour une incidence relativement faible, ceci étant probablement un reflet du côté défaillant du système de santé. Alors, l'épidémiologie, ça c'était l'épidémiologie géographique. Qu'est-ce qu'il en est maintenant pour les variations d'incidence avec le temps? Eh bien, elles sont extrêmement intéressantes aussi. Et ce qu'elles vous montrent, c'est qu'il y a toute tumeur confondue du sein, il y a une tendance importante à l'augmentation, une augmentation assez forte dans pratiquement tous les pays du monde. Et ça, c'est l'Europe. Ça, c'est plutôt le monde asiatique. On part de beaucoup plus bas, je vous l'ai dit, mais bien que l'on parte de beaucoup plus bas, la tendance est quand même très clairement à une augmentation de l'incidence pour des raisons qui ne sont pas entièrement comprises et qui pourraient traduire des variations de mode de vie, et en particulier dans le cas de l'Asie, le passage à un mode de vie plus occidental, en particulier au niveau de la nourriture, mais on n'en est pas certain. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'évolution de la mortalité. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous voyez que la mortalité, elle, par contre, est en diminution assez forte et assez rapide dans pratiquement tous les pays du monde, ceci traduisant probablement l'existence de meilleures prises en charge, de nouveaux médicaments, de protocoles cliniques plus performants, et puis peut-être d'une attention plus grande à la santé des femmes. Mais c'est particulièrement frappant en Israël, qui partait d'un niveau extrêmement haut, et vous voyez, avec une diminution extrêmement forte de la mortalité avec le temps, au point qu'on en rejoint pratiquement certains pays asiatiques comme Singapour, qui sont, eux, tout à fait stables dans la mortalité. Donc, pour des raisons inconnues, une augmentation régulière de l'incidence un peu partout dans le monde, une diminution forte de la mortalité, en particulier dans des pays comme l'Europe ou Israël. Alors, comment passe-t-on maintenant à l'étude des interconnexions avec les hormones? Alors d'abord, une chose qui a été trouvée assez récemment, c'est que la protection par la grossesse, donc celle qui faisait défaut au couvent, en fait, n'est observée
que pour des tumeurs de type luminal A. Donc c'est un groupe très particulier de tumeurs pour lesquelles la grossesse est protectrice. Et on verra que ce sont des tumeurs qui sont caractérisées par une forte expression du récepteur à la progestérone. Alors, de nombreuses études corrélatives suggèrent que l'exposition estrogénique totale est un facteur important de risque, on le verra tout à l'heure, mais néanmoins, du fait des liens entre estrogène et progestérone, de cette sécrétion cyclique qu'on a vue tout à l'heure, on ne sait pas exactement tout au long de la vie ce qui est important. Donc le rôle respectif des oestrogènes et de la progestérone sont discutés. Ça dépend probablement du contexte et de la nature exacte des hormones. Et il y a par exemple des études récentes qui ont montré que la thérapie hormonale substitutive avait des effets très différents suivant qu'elle utilisait des oestrogènes seuls, des estroprogestatifs, et suivant que ces estroprogestatifs étaient naturels ou synthétiques, avec des augmentations du risque qui ont été trouvées pour la progestérone synthétique, mais pas d'augmentation pour la progestérone naturelle. Alors voilà une figure tirée d'un récent textbook d'endocrinologie, montrant le risque relatif de développer un cancer du sein en fonction des différentes situations cliniques. Alors, l'ovariectomie très précoce, avant 35 ans, vous voyez, est associée à une diminution extrêmement forte du risque. En revanche, la très forte densité des seins en canaux, la densité radiologique, vous voyez, est observée, est associée à un risque important, comme semble l'être la concentration moyenne d'estradiol dans le plasma, ou encore la densité osseuse qui est un très bon reflet de l'imprégnation oestrogénique globale. Et donc, vous voyez que ceci suggère effectivement qu'une forte imprégnation oestrogénique jugée moins par les dosages qui sont parfois compliqués à réaliser que par des signes de l'effet, comme la densité de l'os ou la densité de la glande mammaire, sont des facteurs qui vont être statistiquement fortement associés au développement du cancer du sein. Donc finalement, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire dans le cours précédent, ce sont, vus sous l'angle de la cancérologie, des systèmes relativement uniques, parce qu'il y a cette efficacité clinique majeure des anti-œstrogènes, mais dont les bases fondamentales ne sont pas encore parfaitement comprises. Une des raisons étant, et j'y reviendrai à la fin de mon cours, qu'il n'y a pas de bons modèles animaux, il n'y a pas de bons modèles sur lesquels on puisse faire de la physiopathologie. Et donc, ce sont essentiellement des études de lignées cellulaires, avec toutes leurs limitations qui ont été utilisées pour essayer de comprendre, de décrypter cet effet des anti-œstrogènes. Alors, on a déjà eu l'occasion de le dire dans les cours précédents, les récepteurs hormonaux sont des facteurs de transcription extrêmement étudiés et relativement bien compris. Et vous verrez que dans le cas des récepteurs aux estrogènes et à la progestérone, il y a eu un certain nombre de découvertes qui finalement sont assez récentes, alors que ces récepteurs ont été clonés il y a environ 25 ans. Mais c'est sensiblement plus compliqué que la prostate. Pourquoi que la prostate et les androgènes? Eh bien parce qu'on a à la fois les oestrogènes et la progestérone. Il y a deux récepteurs aux estrogènes. Les récepteurs aux estrogènes, comme on le verra, vont contrôler l'expression du récepteur à la progestérone, qui va donc être à la fois une cible estrogénique et un modulateur essentiel, comme on le verra. Et par ailleurs, donc il y a également deux isoformes du récepteur à la progestérone qui peuvent avoir des effets antagonistes l'un avec l'autre. Et par ailleurs, les hormones, estrogène et progestérone, sont également interdépendantes et cycliques. Vous voyez, donc on se trouve dans un système, au fond, où tout le monde contrôle tout le monde. On a plusieurs récepteurs, plusieurs hormones qui agissent en synergie ou en antagonisme et qui vont avoir un rôle essentiel, non seulement bien sûr dans la physiologie féminine, mais aussi dans le développement des tumeurs associées aux hormones. Et donc on se retrouve finalement avec ce schéma que j'aime bien montrer, qui est celui des réseaux transcriptionnels, avec des facteurs de transcription qui vont avoir des effets multiples, se contrôler les uns les autres, et dont la bonne marche va permettre effectivement la physiologie féminine et la mauvaise marche va être associée au développement des tumeurs. Donc deux récepteurs aux oestrogènes
Il s'agit donc de deux gènes différents. Le premier, ER-alpha, et puis ER-bêta, qui a été découvert une dizaine d'années après. Il a été découvert une dizaine d'années après et il a finalement permis de résoudre un certain nombre de problèmes qu'on ne comprenait pas bien, parce qu'à partir de l'étude seule de ER-alpha, il y a un certain nombre d'éléments de la physiologie qui étaient incompréhensibles, et ceci donc suggérait qu'il y avait d'autres voies de signalisation. Forte homologie dans le domaine de liaison à l'ADN, homologie importante mais pas totale dans le domaine de liaison à l'hormone, et puis par contre le grand domaine AB, très différent, suggérant encore une fois qu'il puisse y avoir des fonctions très différentes, et effectivement c'est le cas. On ne rentrera pas dans, ça dépasse très largement le cadre de ce cours sur les rôles respectifs de ER-alpha et ER-bêta. Aujourd'hui, chaque fois qu'on parlera de récepteurs aux estrogènes en lien avec le cancer du sein, c'est ER-alpha le premier, l'historique si j'ose dire, qui est celui qui est important. Alors, comment va fonctionner cette régulation de la transcription ou cet effet biologique des récepteurs? Eh bien, au fond, on distingue plusieurs modes d'action. Un premier mode d'action qui sont ce qu'on appelle les effets non génomiques, c'est-à-dire des effets ne passant pas par la transcription. Et effectivement, pour un certain nombre de récepteurs nucléaires, et en particulier pour ce récepteur aux œstrogènes, le récepteur peut agir associé à la membrane et va activer des cascades de signalisation, et en particulier des cascades de kinase en réponse à l'hormone. C'est quelque chose qui est encore largement étudié, dont on ne connaît pas vraiment l'importance, parce qu'à ma connaissance, on n'a pas trouvé encore de mutants qui permettent de séparer les deux fonctions, ou de mutants qui permettraient in vivo d'explorer uniquement cette voie-là. Mais donc, sachez qu'il existe des effets non génomiques qui vont conduire à l'activation, en particulier de voies de facteurs de croissance. Alors ensuite, on a la voie classique, dans laquelle le récepteur va se fixer, l'un ou l'autre des récepteurs vont se fixer à l'hormone et vont se fixer sur des éléments de réponse de type ERE et contrôler des gènes cibles. Et puis, il y a également l'autre voie de contrôle dont on a déjà parlé dans le cas du récepteur aux androgènes, dans lequel ce dimère de récepteur va se fixer à d'autres facteurs de transcription. Ici, on vous a représenté le gène AP1, et donc contrôler l'expression des gènes, mais sans avoir de fixation directe, de reconnaissance directe des sites de liaison à l'ADN. Et puis, il y a encore une autre voie, donc ça c'était la voie classique, activable par l'hormone, et puis il y a une autre voie à travers laquelle des récepteurs, en particulier des récepteurs tyrosine kinase et la cascade PI3 kinase AKT vont conduire à la phosphorylation du récepteur, phosphorylation de ER, qui va permettre d'activer certaines des fonctions de ce récepteur en l'absence d'hormones. Et ceci va donc conduire, à travers cette phosphorylation, à l'activation de certains gènes cibles, et encore une fois, avec soit une fixation spécifique sur des éléments de réponse dépendants du domaine de liaison à l'ADN des œstrogènes, ou alors par fixation sur d'autres types d'éléments de réponse. Donc vous voyez une signalisation assez compliquée, correspondant d'ailleurs probablement assez bien à la multiplicité des effets physiologiques des estrogènes dans l'organisme. Alors, pour la progestérone, il y a un seul gène qui a été cloné en France par l'équipe d'Edwin Milgrom à Bicêtre, mais ce gène peut exister sous forme de deux variants d'épissage, deux isoformes, avec des très grandes différences, vous voyez, dans ce premier exon, qui donne des régions AB, avec donc cette fonction d'activation de la transcription indépendante des hormones, qui sont très différentes, et en particulier la forme B ici a encore un troisième domaine d'activation de la transcription qui n'est pas présent dans la forme A. La forme A a un domaine d'inhibition. Et donc, deux promoteurs différents. Le principal récepteur à la progestérone dans le sein semble être la forme B, mais il y a de très nombreux travaux qui ont montré qu'il existe des différences fonctionnelles entre ces deux variants d'épissage, et en particulier du fait des régulations post-traductionnelles par phosphorylation
mais aussi par sumoylation. Le récepteur à la progestérone est massivement sumoylé. Ça change ses capacités de régulation de la transcription et ça semble important en physiologie. Alors, je vous ai représenté ici une étude publiée il y a une dizaine d'années sur un gène qui s'appelle MUC1, qui est un gène qui, dans l'état normal et au niveau de l'utérus, va être induit par les œstrogènes et réprimé par la progestérone. Donc, vous voyez les niveaux d'expression de ce gène. On a une forte induction d'un facteur 50 par les estrogènes. Et si on traite par estrogène plus progestérone, eh bien, on voit qu'on a à ce moment-là une répression importante de la transcription de ce gène. Et cette répression dépendante de la présence de progestérone, elle est aussi dépendante du récepteur à la progestérone, puisque si maintenant on fait cette même étude dans des souris pour lesquelles les deux isoformes du récepteur ont été inactivés, donc des souris qu'on appelle KO, eh bien, vous voyez que cette fois-ci, on a une superinduction en présence de progestérone. L'induction par l'estrogène est la même. Si on traite maintenant avec la progestérone, on n'a pas de répression, mais on a une superinduction. Et cette superinduction traduit en fait l'absence de répression par le récepteur à la progestérone, mais cette absence de répression, elle est liée dans ce cas-là à l'isoforme alpha, puisqu'avec des inactivations spécifiques des deux isoformes, vous voyez que l'inactivation spécifique de alpha va donner la même induction, la même superinduction que l'absence complète du récepteur, alors que finalement, si on inactive seulement l'isoforme bêta, on se retrouve quasiment dans la forme sauvage, impliquant donc que c'est le récepteur alpha dans ce système-là qui est responsable de cette extinction spécifique de ce gène. Donc, vous voyez qu'à travers un mode de régulation qui est assez complexe, on va avoir un des effets spécifiques de ces deux isoformes, ce qui évidemment ajoute à la complexité du système. Donc, j'ai choisi de vous remontrer cette diapo parce que je crois que là on a une belle illustration de ce fait, diapo dans laquelle on voit l'équilibre de facteurs de transcription dans la différenciation et la détermination du type cellulaire. Et je vous ai dit qu'on avait souvent affaire à des facteurs de transcription qui étaient antagonistes et autorégulés positivement ou négativement, et que quand on va avoir un petit déséquilibre du système, A va induire B, et qu'ensuite la conjonction de A et de B va déterminer un devenir cellulaire précis. Et bien là, on est dans un système qui est assez proche. Pourquoi ? Parce que non seulement on a plusieurs récepteurs, mais, et c'est un élément fondamental de la physiologie, le récepteur aux estrogènes et les estrogènes vont être un inducteur majeur de l'expression du récepteur à la progestérone. Donc dans le sein et dans d'autres tissus, c'est vraiment la signalisation œstrogénique qui va induire l'expression du récepteur à la progestérone. Et ça encore, ce sont des travaux historiques de l'équipe d'Edwin Milgrom qui ont montré que l'élément de réponse, donc ça c'est la première chose, il y a une induction très forte par les estrogènes, et en revanche, la progestérone va éteindre l'expression de son propre récepteur. Donc on est dans un système où on a une accélération par des œstrogènes et une répression par la progestérone. Donc l'expression de la progestérone va être dépendante de l'équilibre finalement entre les estrogènes et la progestérone, et la présence bien sûr du récepteur aux estrogènes, tel que le récepteur aux estrogènes en présence d'œstrogènes va être très fortement activateur. En revanche, la progestérone, elle, va freiner, éteindre l'expression de son propre récepteur dans un système de rétrocontrôle négatif qui est assez classique pour les facteurs de transcription. Et ce qu'avaient montré les travaux d'Edwin Milgrom, c'est qu'en fait, c'est le même élément de réponse, de manière inattendue, le même élément de réponse qui est un élément de réponse de type estrogénique, donc ce qu'on appelle un ERE, c'est ce même élément de réponse qui va être responsable des deux effets, à la fois de l'activation par les œstrogènes, ce qui était évidemment attendu, mais également de la répression par la progestérone, ce qui était tout à fait inattendu. Et on verra que ce thème a été récemment remis au goût du jour à travers des analyses de génomique que je vous présenterai tout à fait à la fin de ce cours. Alors, dernière chose, là aussi, ce sont des travaux historiques de l'équipe de Pierre Chambon, montrant que pour ces récepteurs nucléaires, il va y avoir dans la cellule des facteurs limitants. Je ne vais pas rentrer dans les détails expérimentaux, mais en gros, si on stimule des cellules
par une hormone, on va avoir une réponse maximale, et si on stimule par 2 hormones à la fois, on va avoir une réponse diminuée de moitié, parce que chacun des systèmes hormonaux va titrer un certain nombre de facteurs comme des acétylases ou des composants du médiateur, facteurs qui sont nécessaires au dialogue entre le récepteur activé et la machinerie de transcription. Ces facteurs sont limitants, et donc si on essaye de stimuler des cellules avec 2 hormones à la fois, on va y arriver, mais on arrivera à la moitié de la réponse, parce que finalement, chaque système va se partager ces facteurs de transcription qui sont limitants. Alors, quelques mots sur le développement normal de la glande mammaire chez la souris. Donc, vous avez ici un certain nombre de représentations des rudiments de glande mammaire chez la souris. Vous avez ici le mamelon et les différents canaux qui vont pousser avant la puberté. Ce qu'on voit, c'est que la première période de grande exposition œstrogénique de la puberté va conduire à un développement majeur de ce système de canaux, qui, vous voyez, au niveau va envahir l'intégralité de la masse graisseuse au moment de la vie adulte. Et puis, si on a ensuite, au moment de la grossesse, eh bien, sous l'effet de la progestérone, on va avoir une densification de ce réseau à travers ce qu'on appelle la formation de croisements. Et vous voyez que sur ces canalicules linéaires primaires, on va commencer à avoir des canaux secondaires qui vont se brancher et qui ensuite vont donner naissance à des alvéoles qui, au moment de la lactation, vont envahir l'intégralité de la masse graisseuse. Et donc, ce qu'ont montré des expériences d'inactivation des récepteurs chez la souris, c'est que les estrogènes sont indispensables à la formation du premier bourgeon. Donc, ce premier rudiment embryologique de glande mammaire est sous la dépendance stricte des oestrogènes. En revanche, pour l'élongation et surtout pour cette prolifération, il faut aussi le récepteur à la progestérone. Et c'est la progestérone qui va donc être massivement sécrétée au moment de la grossesse, qui va être responsable de l'apparition de ces branchements dans l'arborescence et puis du développement ensuite des alvéoles. Alors, pour ceux d'entre vous que ça intéresse, je vous conseille cette très belle revue publiée il y a 3 ans par Catherine Brisken, extrêmement didactique sur la question. D'ailleurs, Catherine Brisken, qui travaille à l'Université de Lausanne, viendra au séminaire organisé par la chaire sur cette thématique au mois de mai. Elle sera l'une des spécialistes des relations entre les oestrogènes, les récepteurs nucléaires et les cancers, qui sera présente donc le 9 mai. Donc, ça, c'est ce qui se passait au niveau morphologique, au niveau du développement. Qu'est-ce qu'il en est au niveau de la régulation de la transcription? Eh bien, ce qu'ont pu montrer ces études, c'est qu'il semblerait que la signalisation hormonale, c'est-à-dire la nature des gènes cibles qui vont être induits par les oestrogènes ou la progestérone, sont relativement proches entre la souris et l'homme. Et ce qu'ont pu montrer ces études, donc encore une fois, j'insiste, c'est sur la glande mammaire normale, c'est que dans la glande mammaire normale, vous voyez ici les cellules épithéliales qui sont entourées de cellules myoépithéliales, on le verra tout à l'heure, au sein de la masse graisseuse du tissu conjonctif, eh bien, seule une partie de ces cellules épithéliales exprime le récepteur aux estrogènes et le récepteur à la progestérone, qui est sa cible. Donc, dans la situation normale, on a une minorité en fait, de cellules sensibles aux hormones et qui vont exprimer ces 2 récepteurs hormonaux. Et des études brillantes du développement normal de la glande mammaire chez la souris ont pu montrer que ces cellules primaires sensibles aux hormones, celles que vous voyez représentées ici, qui encore une fois vont être exprimées le récepteur aux estrogènes et le récepteur à la progestérone, eh bien, vont peu proliférer en réponse aux hormones. Et ceci a été rapporté peut-être à une sécrétion autocrine de TGF-bêta, qui est un facteur qui limite la croissance cellulaire. En revanche, ce qui a été montré, c'est que ces cellules vont libérer des facteurs de croissance qui vont agir sur les cellules voisines. C'est-à-dire qu'en réponse à la stimulation hormonale, ce ne sont pas ces cellules marquées qui vont pousser, mais ce sont toutes celles d'à côté, par l'intermédiaire de signaux de prolifération qui sont libérés par les cellules exprimant le récepteur aux hormones. Et on n'insistera pas aujourd'hui là-dessus, mais ces facteurs de croissance ont été identifiés. C'est un membre de la famille de l'EGF qui s'appelle l'amphiréguline,
Wnt4, FGF ou un membre de la famille du TNF qui s'appelle RANKL. Et ce qu'ont montré ces études aussi, c'est que la prolifération de la glande mammaire normale vient de la progestérone après une préparation par les œstrogènes. Donc, les œstrogènes préparent le terrain pour induire le récepteur à la progestérone, mais ensuite, la substance qui va, in fine, induire la prolifération, c'est la progestérone. Et donc voilà un schéma récapitulatif tiré de cette revue de Catherine Brisken, montrant que donc, dans ces cellules épithéliales, vous avez une hétérogénéité avec des cellules qu'elle appelle des cellules de senseurs, qui vont exprimer donc le récepteur aux estrogènes et le récepteur à la progestérone. Le récepteur à la progestérone va être induit par les estrogènes et ensuite la progestérone va agir en particulier avec un coactivateur qu'on appelle la cycline D et elle va libérer elle va proliférer un peu, mais surtout libérer ensuite des facteurs de croissance, RANKL et les autres, qui, eux, vont induire une robuste prolifération des cellules d'à côté. Donc on a un système de relais, en fait, relais dans lesquels les hormones ne sont pas les effecteurs terminaux de la prolifération, mais vont servir, en fait, pour libérer des facteurs de croissance, et ces facteurs vont induire la prolifération de ces cellules épithéliales. Alors, on peut revoir ça représenté autrement, dans lequel, donc, au cours du cycle menstruel normal, la première phase estrogénique va induire la synthèse massive du récepteur à la progestérone, et puis la seconde phase progestative, ou lutéale, va agir maintenant, la progestérone ainsi synthétisée, va agir sur le récepteur à la progestérone, et pendant la phase lutéale, induire eh bien, à travers la cycline D1, la prolifération modeste des cellules positives pour les récepteurs, et puis d'autres facteurs de croissance qui vont induire une forte prolifération des cellules négatives pour le récepteur, avec ces différents facteurs de prolifération et de croissance qui vont chacun avoir d'ailleurs des rôles, en particulier Wnt4, qui étaient impliqués dans la formation des branchements. Alors ça, c'est important, parce que ça, c'est donc dans les cellules normales, mais un certain nombre de ces gènes, on va le voir, sont impliqués également dans la transformation cancéreuse. Et donc, on pense que la transformation cancéreuse est finalement une forme dévoyée de ce mécanisme normal de régulation de la croissance normale, encore une fois, de l'épithélium mammaire, ce qui vous est représenté ici, dans le schéma dans lequel les estrogènes puis la progestérone, à travers ces différents médiateurs, vont être impliqués dans la croissance de cellules devenues immortelles qui, après donc l'initiation, vont donner ce cancer in situ, donc celui qui est présent chez beaucoup de femmes de plus de 40 ans mais qui souvent n'évolue pas, et puis par l'expression dérégulée de ces différentes molécules va conduire à une prolifération augmentée aux formes invasives et puis finalement aux métastases, et en particulier RANKL a été, chez la souris au moins, très clairement impliqué dans le développement du pouvoir métastatique. Alors, passons maintenant au cancer. Donc, schéma classique que je vous ai montré les mêmes pour la prostate, montrant en fonction de ces différents types de tumeurs, les tumeurs exprimant le récepteur aux estrogènes, hormone récepteur plus, mais pas de récepteur de tyrosine kinase ERB2, et puis les tumeurs non déterminées ici, ou HER2 positives. Donc vous voyez des mutations. On retrouve P53, vous voyez, on retrouve toujours P53 un peu partout dans la carcérogénèse, et P53 est très fortement muté dans ce groupe qu'on appelle les triples négatifs, qui n'ont ni les récepteurs hormonaux ni ERB2, ce qui correspond aux tumeurs basales, dont vous vous rappelez qu'elles étaient très fortement prolifératives, qu'elles avaient une signature biologique particulière, c'est ce qu'on a vu au début, et vous voyez qu'elles sont pratiquement toujours mutées pour P53. Il semblerait que l'inactivation de P53 soit indispensable au développement de cette tumeur. Et puis, un autre gène qui est fréquemment muté, qui est sous unité catalytique de la PI3 kinase. On en parlera peu aujourd'hui, mais vous voyez qu'elle est très fortement mutée
dans les cancers hormones récepteurs plus, très peu dans les cancers basaux, et puis toute une pléiade d'autres mutations. Alors, très schématiquement, on a pu regrouper ces différentes mutations dans des voies, et ce que l'on va trouver, c'est la voie de réponse aux récepteurs de type tyrosine kinase avec tous les intermédiaires, et on peut avoir des mutations sur la PI3 kinase, sur AKT, sur PTEN comme dans la prostate. Implication, vous voyez, extrêmement fréquente de cette voie, et puis P53 ou MDM2 en particulier dans les cancers basaux, et puis également des régulations du cycle cellulaire. Et donc, j'insiste juste pour votre culture, on n'en reparlera pas aujourd'hui, peut-être dans un cours prochain, que cette voie PTEN-PI3 kinase est extrêmement souvent affectée dans ces tumeurs. Et une des raisons semble être que cette voie de PTEN et de la PI3 kinase AKT, en fait, elle va directement contrôler la phosphorylation et l'activation du récepteur aux oestrogènes. Et donc, on pourrait avoir une activation indépendante de l'hormone dans cette situation-là. Alors, qu'est-ce qui change dans le cancer? Eh bien, une des choses qui change beaucoup, mis à part ces mutations, c'est ça. Ça, c'est du sein normal. Et vous voyez donc à l'intérieur de ces canaux, ces cellules épithéliales, dont une minorité est très fortement marquée par le récepteur aux oestrogènes. Ce sont ces senseurs dont on parlait à l'instant. Et vous voyez que dans un cancer de type luminal A, eh bien, par contre, là, toutes les cellules sont marquées par le récepteur aux oestrogènes. Donc on a une différence considérable dans à la fois le nombre de cellules qui vont exprimer ce récepteur et puis aussi dans le niveau d'expression du récepteur qui est souvent fortement augmenté. Vous retrouvez là une des caractéristiques dont on a déjà parlé avec VORB-A, dont on a déjà parlé également avec le récepteur aux androgènes, qui est la forte augmentation du niveau d'expression du récepteur dont on ne connaît pas encore très bien le mécanisme. Mais manifestement, le fait d'avoir 10 fois plus de récepteurs dans une cellule donnée, eh bien, ça va avoir un rôle important dans la modulation de la signalisation. Et ceci semble extrêmement important, en particulier dans les cancers de type lumino-A. Alors l'autre chose, eh bien, c'est la progestérone. Et le récepteur à la progestérone, de manière assez logique, puisque je vous ai dit que, encore une fois, le récepteur à la progestérone, c'est peut-être une des meilleures cibles du récepteur aux estrogènes. Et donc, quand le récepteur aux estrogènes est fortement exprimé, et donc probablement activé en basal, eh bien, on va également avoir une forte expression du récepteur à la progestérone que vous pouvez voir ici. Et ceci, en fait, est une des caractéristiques de ces cancers qu'on appelle lumino-A, ceux qui ont en fait le meilleur pronostic, ceux qui prolifèrent peu, et ceux dans lesquels cette chaîne de transduction estrogène-progestérone est maintenue. On va faire quelques minutes d'arrêt, et puis ensuite on va voir quelles sont les lésions génétiques connues qui vont déréguler spécifiquement cette voie de signalisation aux oestrogènes dans les différents types de cancers du sein. Bon, donc nous allons reprendre pour essayer de comprendre au fond, comme vous l'avez bien saisi, on va avoir une dérégulation progressive de la signalisation du récepteur d'estrogène et de la progestérone qui va contribuer à la prolifération de ces cellules épithéliales, prolifération donc qui va venir au moins dans un premier temps de l'hyperactivité du récepteur aux oestrogènes. Donc, de manière tout à fait similaire à ce que je vous ai décrit dans le cancer de prostate, eh bien, on va avoir des inactivations ou des activations génétiques d'un certain nombre de régulateurs de l'activité du récepteur aux oestrogènes. Et peut-être historiquement que le premier qui a été trouvé, c'est un gène qui s'appelle Amplified in Breast Cancer, amplification génétique dans le cancer du sein. Et en fait, Amplified in Breast Cancer, donc vous voyez ici l'amplification génomique avec une amplification absolument massive de la présence du gène par hybridation in situ, eh bien, AIB1, ça n'est autre qu'un des coactivateurs des récepteurs aux stéroïdes. Et donc, on se retrouve dans ce schéma assez classique dans lequel les facteurs qui vont réguler l'activité transcriptionnelle du récepteur vont être augmentés. La cycline D1 également, je vous ai parlé de l'importance de la cycline D1 pour la prolifération de la cellule réceptrice. Eh bien, la cycline D1 est également un amplificateur
de la transcription. C'est également un des coactivateurs du complexe du récepteur aux oestrogènes. Il y a également des amplifications de ERB2 ou d'autres récepteurs tyrosine kinase. Et ça, l'idée, c'est que ça qui vous est représenté ici, ça c'est la cycline D, je crois. Et donc, on va avoir, par ces altérations génétiques, une amplification de la réponse physiologique à des niveaux physiologiques d'hormones, ce qui veut dire que la sortie transcriptionnelle, si j'ose dire, ne va plus dépendre que du niveau d'hormones, mais va être augmentée du fait de ces lésions génétiques. Alors, signalisation œstrogénique augmentée, expression augmentée du récepteur, et puis, historiquement, l'importance de la thérapeutique par les anti-estrogènes. On l'a vu il y a un siècle à peu près, la castration, le fait chirurgicalement d'enlever les ovaires va faire régresser un certain nombre de tumeurs du sein. Et puis, dans les années 70, ensuite, on a trouvé des anti-hormones, l'équivalent de ce qu'on a vu avec les anti-androgènes, des anti-estrogènes, qui ont néanmoins, on verra, une activité agoniste partielle, et c'est le tamoxifène qui a sauvé la vie, encore une fois, de millions de femmes, et qui a été ensuite assez largement remplacé par des inhibiteurs de la synthèse des oestrogènes, qui sont les inhibiteurs d'aromatase, qui vont donc là aussi bloquer chimiquement, en bloquant une des enzymes nécessaires à la formation des estrogènes à partir des androgènes, bloquer la synthèse d'estrogènes. Et puis on verra qu'il y a encore un autre agent qui est apparu plus récemment et qui s'appelle le fulvestrant. Et là, c'est une molécule qui est apparentée aux estrogènes, mais qui va avoir la propriété d'induire la dégradation par le protéasome du récepteur aux estrogènes sans activer la transcription. Donc, vous voyez, c'est exactement l'inverse de ce qu'on a vu avec Spock pour le récepteur aux androgènes. Ça, c'est un médicament qui va induire la dégradation pure sans signalisation et qui va donc induire la régression d'un certain nombre de tumeurs exprimant le récepteur aux estrogènes. Tout ceci soulignant finalement qu'on a un couple infernal qui est l'hormone et le récepteur, et que ce couple infernal va être à l'origine de la au moins nécessaire pour la prolifération continue de ces tumeurs, et que ce couple infernal, il faut arriver à le casser par tous les moyens possibles. Alors, l'aromatase, on l'a dit, va être capable de changer le noyau testostérone ou androstenedione vers l'estradiol. Et ceci peut être fait soit dans les ovaires, comme on l'a vu tout à l'heure, soit après la ménopause, à partir des androgènes fabriqués par les ovaires ou les glandes surrénales. Dans les tissus périphériques, et en particulier dans le tissu gras, on va avoir une synthèse locale d'estrogènes à partir des androgènes dans le tissu gras. Et puis, dans certains cas, la tumeur elle-même va pouvoir fabriquer à partir d'androgènes de l'estradiol qui va activer donc la signalisation oestrogénique. Et donc l'inhibiteur d'aromatase va être capable à tous les niveaux, en bloquant l'enzyme nécessaire à la fabrication des estrogènes, d'induire une déplétion profonde, durable de la signalisation oestrogénique, qui va donc avoir un bénéfice clinique important. Alors ça, c'est le tamoxifène. Donc le tamoxifène est un inhibiteur compétitif, donc une substance qui ressemble aux estrogènes, qui est capable de se fixer au récepteur, mais qui a une activité d'agoniste partielle, c'est-à-dire qu'il va être capable, après fixation au récepteur, d'induire la fixation du complexe sur l'ADN, mais il ne va pas être capable d'induire tous les gènes cibles, il va seulement en induire certains, et il va en bloquer d'autres, et il va également réguler, semble-t-il, d'autres gènes par des mécanismes indirects avec des gènes propres au tamoxifène. Et ceci, donc, s'accompagne finalement de l'absence d'activation du sous-groupe des gènes cibles du récepteur aux oestrogènes qui sont nécessaires à la prolifération. Ceux qui sont nécessaires à la prolifération
des cellules épithéliales mammaires et donc ceux qui vont faire pousser les tumeurs mammaires. Et effectivement, le tamoxifène, en bloquant une partie donc, des gènes qui auraient été induits par les estrogènes, va être associé à des régressions et des effets cliniques bénéfiques par le blocage donc, spécifique de certains de ces gènes. Alors, on ne connaît pas bien la différence finalement entre ces gènes, la nature, ni le mécanisme qui explique que certains gènes vont être pleinement activés uniquement par les estrogènes et d'autres ne seront pas activés par le tamoxifène, alors que d'autres gènes vont être bien induits par le tamoxifène et pas par les estrogènes. Alors, vous pouvez me dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas cherché à faire des anti-oestrogènes purs et violents. En fait, ils existent, mais ils sont extrêmement mal tolérés. Ils sont associés à des effets secondaires extrêmement importants qui bloquent leur utilisation chez la femme, montrant que finalement, il y a une partie de ces gènes qui ne sont pas impliqués dans le cancer, mais qui vont être impliqués dans d'autres signalisations qui sont essentielles pour le bien-être. Alors, dernière situation, eh bien, c'est dégrader sans activer. Alors, donc ça, c'est une analyse en Western blot de la présence du récepteur. Et vous voyez qu'on a une dégradation massive, très rapide du récepteur induite par ce composé, le fulvestrant. Et cette dégradation est dépendante de l'activité du protéasome, ce complexe polyprotéique qui est la poubelle universelle une des poubelles universelles des protéines usagées. Et vous voyez que si on traite avec du fulvestrant et cet inhibiteur de protéasome, eh bien cette fois-ci, on n'a plus de variation, traduisant donc le fait que la présence de cette substance, qui est un médicament, la présence de ce médicament va directement activer la dégradation du récepteur aux estrogènes par le protéasome avant qu'il y ait eu induction de l'activation de la transcription. Et ceci était associé à un effet dose-réponse pour bloquer la prolifération des lignées tumorales, comme vous pouvez le voir ici. Et en fait, dans cet exemple, l'effet antitumoral est plus puissant que celui du tamoxifène, montrant l'intérêt de cette approche. Alors, une des questions extrêmement importantes qui n'est pas encore totalement comprise, c'est qu'est-ce qui fait face à une tumeur donnée, qu'est-ce qui va faire qu'elle va répondre ou pas aux anti-œstrogènes. Et eh bien, un des éléments, évidemment, on cherche à comprendre à la fois le mécanisme et puis avoir des indicateurs pratiques pour la clinique, parce que les implications sont évidemment majeures en termes de clinique. Et donc, l'idée qui prévaut actuellement, c'est que la meilleure indication d'une sensibilité aux anti-œstrogènes, eh bien, c'est que la signalisation par le récepteur aux estrogènes soit intacte. Vous allez me dire que c'est une lapalissade, mais probablement l'une des meilleures indications, eh bien, c'est la présence du récepteur à la progestérone. Je vous ai dit que le récepteur à la progestérone était une cible directe, physiologique, extrêmement importante, de grande amplitude. Et donc, si on a à la fois beaucoup de récepteurs aux estrogènes et beaucoup de récepteurs à la progestérone, eh bien, ça suggère que cette signalisation estrogénique est active et que donc, si on va l'interrompre, eh bien, l'interruption de cette signalisation va être associée à un bénéfice clinique. Et donc ça semble être l'un des meilleurs prédicteurs. C'est par ailleurs associé à une faible croissance. Ça correspond en gros à cette catégorie que je vous ai désignée sous le nom de lumino-A, de tumeurs qui expriment fortement le récepteur aux estrogènes, fortement le récepteur à la progestérone, et puis qui poussent doucement. Eh bien, ces tumeurs sont probablement les meilleures, celles qui répondent le mieux à l'interruption de cette signalisation œstrogénique par des anti-œstrogènes. Alors, inversement, quels sont les critères de résistance? Eh bien, elles sont beaucoup plus complexes. Et l'idée, c'est que la prolifération de ces tumeurs n'est plus seulement dépendante du récepteur aux estrogènes, mais qu'elle est devenue dépendante d'autres choses, et qu'en fait, elle est devenue dépendante d'autres choses par la présence de mutations associées. Et ces mutations associées vont en quelque sorte prendre le relais de la stimulation œstrogénique pour induire la prolifération de ces cellules. Et donc, ceci est associé à une faible expression du récepteur aux estrogènes,
Je vous ai montré tout à l'heure la très forte expression dans les tumeurs luminales A. Eh bien, dans ce qui, au fond, va correspondre aux luminaux B, on a une faible expression du récepteur aux estrogènes et une perte de l'expression, voire même une perte du gène, on le verra tout à fait à la fin de ce cours, du récepteur à la progestérone. Alors, une des grandes difficultés, et là encore on y reviendra à la fin de ce cours, eh c'est qu'on a beaucoup travaillé sur des modèles de lignées. Et qu'au fond, ces lignées ne sont pas forcément de bons modèles, parce qu'on n'est pas in vivo, parce qu'on a beaucoup trop d'hormones, parce qu'on n'est pas dans le micro-environnement de la cellule tumorale qui est normalement entourée par cette membrane basale. Et donc, il y a de vraies questions aujourd'hui sur, au fond, la validité des mécanismes qui ont été dérivés de ces études de lignées sur la vraie vie. Et on verra dans les dernières diapos eh bien, qu'un système assez révolutionnaire a été mis au point l'an dernier et devrait radicalement changer l'analyse de la signalisation hormonale dans ces tumeurs. C'est un travail de l'équipe de Catherine Brisken et c'est peut-être pour ça que je serai amené à refaire un cours dans 5 à 10 ans parce que je pense qu'on va avoir une vision maintenant beaucoup plus claire, beaucoup plus physiologique de ce qu'est cette signalisation hormonale in vivo. Alors, les facteurs, eh bien, c'est un peu tout. On l'a vu, la perte, c'est probablement le facteur le plus important. C'est aussi une lapalissade. Si on a perdu l'expression du récepteur aux estrogènes, c'est normal que les anti-estrogènes marchent beaucoup moins bien. En clinique, c'est un vrai signe. Ou des mutations, on verra, ou des translocations. La régulation aberrante de coactivateurs ou de corégulateurs. Et puis après, on va retrouver l'ensemble des anomalies qu'on peut trouver associées au cancer. Bien sûr, les dérégulations de l'apoptose ou de la sénescence à travers la mutation de P53 ou l'amplification de MDM2. La désorganisation de la régulation du cycle cellulaire à travers la perte de RB, l'amplification de la cycline, et puis l'activation forte des voies de signalisation de la PI3 kinase, par exemple à travers l'expression anormale de récepteurs, et puis également des effets complexes du micro-environnement. Et donc on a établi des échelles de prédiction de la sensibilité aux estrogènes, et au fond, le type le plus sensible, eh bien, c'est ce type luminal A dont on a parlé, avec l'ensemble des anomalies qui sont associées à la présence de ces cancers luminaux A. Et puis le type le plus résistant, eh bien, c'est le luminal B, et en particulier l'expression de Ki67, qui est un marqueur de prolifération. Donc une tumeur mammaire exprimant le récepteur aux estrogènes qui prolifère vite va souvent proliférer pour d'autres raisons que la signalisation œstrogénique, et donc elle va être souvent résistante, au moins partiellement, à l'effet des anti-œstrogènes. Et on retrouve là effectivement les mutations, en particulier la mutation P53, qui va concourir à cette prolifération. Alors, l'idée, et c'est bien détaillé dans cette revue également récente de Nature Reviews Cancer, c'est que dans ces situations-là, la prolifération ne dépend plus entièrement du récepteur aux estrogènes ou du récepteur à la progestérone. D'autres mutations ont pris le relais, et donc, puisque d'autres mutations ont pris le relais, eh bien, l'effet des anti-estrogènes va être moins profond, moins complet ou moins durable que sur des tumeurs pour lesquelles c'est uniquement la signalisation œstrogénique qui est impliquée. Et donc, l'ensemble de ces voies qui vont induire la résistance aux anti-œstrogènes peuvent être ciblées par toute une série de médicaments. Et la combinaison, le double blocage, en quelque sorte, blocage du récepteur aux estrogènes et blocage de ces voies d'activation, vont conduire à un bénéfice clinique. Mais ce bénéfice clinique, vous le voyez, est réel, mais il n'est pas complet. C'est-à-dire qu'on va retarder finalement l'apparition de la résistance complète, et on va passer typiquement du double ou du triple, vous voyez, de survie sans maladie. On va passer de 10 à 20 ici, vous voyez, dans cette étude-là, de 4 à 10 dans l'autre. Et donc l'inhibition de ces voies va certes augmenter l'efficacité des anti-œstrogènes, mais l'augmentation de cette efficacité des anti-œstrogènes dans ces modèles-là, dans ces situations cliniques, pardon, n'est que transitoire. Alors,
quelques diapos que j'ai ajoutés pour vous montrer l'extraordinaire parallélisme finalement entre les tumeurs du sein et les tumeurs de prostate. Dire au fond, on devrait trouver des mutations du récepteur aux estrogènes. Eh bien, la réponse est que oui, il y en a. Et de manière assez intéressante, ces mutations, au fond, de manière assez intéressante et paradoxale, je dois dire, ces mutations ont été découvertes de manière relativement récente, alors qu'on connaît le récepteur depuis la fin des années 80. Et donc, il a fallu quasiment 30 ans pour réaliser qu'il pouvait y avoir des mutations associées à la résistance aux œstrogènes. Et en fait, ce sont dans des formes extrêmement évoluées de la maladie. Donc, ce ne sont pas du tout des mutations qu'on trouve tôt, ce sont des mutations qu'on va trouver chez des femmes, souvent au stade de métastase, après avoir déjà eu plusieurs lignes de traitement, plusieurs types d'anti-estrogènes différents, plusieurs lignes éventuellement de chimiothérapie. Et donc, et une des raisons, au fond, pour lesquelles ces mutations n'ont pas été trouvées plus tôt, eh bien, c'est que très souvent, ces formes avancées de cancer n'étaient pas rebiopsiées, c'est-à-dire qu'on avait une biopsie initiale pour faire le diagnostic, mais on considérait ensuite, de manière erronée, que la maladie était stable dans sa définition et également dans ses caractéristiques génétiques. Et on sait maintenant, on l'a vu pour la prostate, qu'en fait, pour ces tumeurs qui évoluent de manière relativement lente, il va y avoir une dérive, et que cette dérive, rappelez-vous, de la mutation P53 et du pouvoir métastatique des tumeurs de prostate, hein, il semblerait bien que ce soit la mutation P53 qui lance le processus de métastase. Eh bien, dans le cancer du sein, il y a probablement la même chose. Au fur et à mesure des rechutes, il va y avoir une dérive, et cette dérive va s'accompagner de mutations supplémentaires. Et ces mutations du récepteur aux estrogènes alpha donc, ont été décrites jusqu'à 20% des patients, mais des patients très évolués, encore une fois, ayant eu plusieurs lignes de traitement. Alors, de la même manière à ce qu'on a vu dans le cas du récepteur aux androgènes, eh bien, il y a des hotspots, c'est-à-dire que les mutations sont toujours au même endroit et que ce sont toujours les mêmes. Et ceci va traduire le fait que la mutation va changer la physiologie du récepteur, et elle va changer la physiologie du récepteur en le rendant en fait constitutive. C'est-à-dire que le récepteur va se mettre à fonctionner sans hormones. Grâce à cette mutation, on ne va plus avoir besoin d'hormones, on ne va plus avoir besoin de phosphorylation pour induire le signal. Et donc on se retrouve avec ce qu'on appelle en cancérologie un gain de fonction, donc dans lesquels ces mutations acquises vont permettre au récepteur de fonctionner tout seul, sans hormones ou sans kinase. Bon, donc clairement, il y a une hétérogénéité clonale, ce qui est logique puisqu'on est dans un stade très avancé de la maladie. On pense qu'il s'est fortement sélectionné par les anti-hormones, et c'est donc pour ça qu'on ne voit pas ces mutations au départ de la maladie. Alors, ceci dit, la bonne nouvelle, c'est que même avec ces mutations, il peut rester une sensibilité au tamoxifène et surtout au fulvestrant. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a une mutation qu'on va être totalement résistant à ce type d'anti-estrogène. Simplement, des essais cliniques récents ont suggéré qu'il fallait en donner beaucoup plus et qu'il fallait des doses beaucoup plus fortes pour arriver à bloquer la forme activée de ces récepteurs. Et ceci pourrait conduire à de nouvelles approches thérapeutiques pour ce type de tumeur en particulier. On peut imaginer trouver de nouveaux types d'analogues des estrogènes qui soient plus actifs en présence de cette mutation. Manifestement, cette mutation va changer la conformation du site de liaison à l'hormone, et sur cette nouvelle conformation, on peut imaginer chercher des molécules spécifiques qui vont bloquer l'activité, ceci bien sûr étant favorisé par le fait que certaines de ces mutations sont retrouvées avec une très grande fréquence. Vous voyez ce résidu 537, cette tyrosine en 537, qui est ciblée finalement pratiquement dans la majorité des cas. Donc des mutations subtiles, fortement sélectionnées, ce qui rappelle un peu les mutations de RAS, les mutations du site actif de RAS, dans lesquelles on va avoir pratiquement toujours la même mutation pour activer la fonction de cette protéine RAS. Et bien ici, on a un résidu extrêmement privilégié qui va contrôler l'activité transcriptionnelle. Ce qui donc permet encore une fois d'imaginer de faire des médicaments spécifiques pour cette forme mutée du récepteur. Alors juste une illustration de cette revue montrant encore une fois que c'est dans les formes métastatiques avancées de cette maladie que l'on trouve ces mutations du récepteur aux estrogènes. Et quand on est capable de revenir à la tumeur primaire, eh bien on s'aperçoit que la mutation n'était pas présente dans la tumeur primaire, ce qui signifie bien sûr que la mutation a été acquise pendant le traitement, pendant l'évolution de la maladie, et acquise
en réponse à cette sélection par sélection négative par des anti-œstrogènes. Alors, encore une fois, comme dans le cas du récepteur aux androgènes, on peut trouver également des amplifications géniques du récepteur aux estrogènes. Le récepteur aux estrogènes va avoir son nombre de copies très augmenté. Vous le voyez ici par cette classique expérience de Fish, dans lequel, contrairement à la situation normale, où vous allez avoir les 2 copies d'un gène contrôle qui est en rouge, 2 copies du récepteur aux estrogènes qui sont en vert, donc ça c'est des situations normales, eh bien, vous voyez que dans ces tumeurs avancées, on va avoir une augmentation considérable du nombre de copies du gène. Cette augmentation considérable de nombre de copies du gène étant bien sûr associée à une augmentation proportionnelle du taux de protéines. Et vous retrouvez ici non seulement un parallélisme frappant avec ce que l'on a vu dans le cas des tumeurs de prostate, mais également une illustration très importante du fait que la quantité de protéines est essentielle, la quantité de récepteurs est essentielle, et quand on a beaucoup plus de récepteurs dans une cellule, eh bien on va favoriser la signalisation, même pour la même quantité d'hormones. Cette fois-ci, ce n'est pas la quantité d'hormones qui va faire varier l'activité, c'est simplement la présence massive de ce récepteur aux œstrogènes, avec des amplifications qui varient entre 5 et 10 fois. Bon, alors, je vous ai promis de vous parler de cette nouvelle technologie. Eh bien, cette nouvelle technologie, pour créer des modèles animaux de tumeurs du sein positifs pour les œstrogènes, part d'une observation d'une singulière simplicité, qui est simplement de savoir à quel endroit est-ce qu'on injecte les cellules tumorales. Eh bien, pendant 30 ans, comme vous le voyez ici, on a injecté les cellules tumorales qui peuvent être des lignées ou des cellules primaires dans ce qu'on appelle le fat pad, c'est-à-dire qu'on a injecté au fond dans cette graisse et ce tissu conjonctif interstitiel. Pourquoi? Parce qu'à cet endroit-là, les tumeurs luminales poussaient extrêmement bien. Et donc, tout simplement pour cette raison-là, on a toujours utilisé, pendant 30 ans, l'injection dans ce tissu conjonctif et graisseux, dans lequel, encore une fois, certaines tumeurs poussent très bien et très vite. Eh bien, ce qu'a proposé l'équipe de Catherine Brisken, rapporté dans ce papier qui est sorti il y a quelques mois dans Cancer Cell, c'est que tout est différent si cette fois-ci on injecte à l'intérieur du canal. Et évidemment, ça paraît d'une grande simplicité, ça fait partie de ces observations scientifiques qui paraissent évidentes une fois qu'on les a faites, et on ne comprend pas pourquoi on a attendu 30 ans pour le faire. Évidemment, une fois qu'on est dans le canal, on a le bon environnement, on est à l'intérieur de la bonne membrane basale, et donc le micro-environnement de ces cellules correspond au micro-environnement normal, puisque normalement ces cellules épithéliales sont séparées du tissu conjonctif par une membrane basale et également par les cellules myoépithéliales qui vont faire le manchon autour de cette membrane basale. Et donc ce que l'on voit, eh bien, c'est qu'avec cette injection directe à l'intérieur des canaux, eh bien, pratiquement toutes les lignées se mettent à pousser et elles poussent, vous voyez, représentées ici par quelque chose qui ressemble beaucoup finalement à un carcinome in situ. Vous voyez ici le réseau normal des canaux mammaires chez cette souris, et puis à un endroit donné, vous voyez cet épaississement correspondant à ce qu'on voit eh bien, chez la femme et correspondant à une croissance intraductale à l'intérieur du canal de ces cellules cancéreuses. Et vous voyez ça représenté ici avec toute une série de lignées. Alors, ce qui est assez remarquable, c'est que ça pousse toujours, mais par contre, ça pousse beaucoup moins vite. Et le fait que ça pousse beaucoup moins vite est évidemment, vous est représenté ici. Vous voyez la même lignée cellulaire qui s'appelle MCF7, qui est une des lignées sur lesquelles pratiquement toute la biologie du cancer du sein a été construite depuis 30 ans. Et vous voyez que si cette MCF7 est injectée dans la graisse, elle va pousser très vite. Elle va donner ce type de tumeur. Et on va voir que l'un des problèmes, c'est que ce type de tumeur ne représente pas du tout ce qui se passe chez la femme. Par contre, si on injecte dans le canal, ça pousse beaucoup plus lentement. Et on voit, vous pouvez voir ici, pour ceux d'entre vous qui sont au premier rang, ces lésions blanchâtres qui correspondent en fait à du canal dilaté dans lequel ces cellules cancéreuses se sont mises à pousser. Et évidemment, elles se sont mises à pousser, et c'est un des avantages énormes de ce modèle, dans un micro-environnement physiologique
avec des quantités normales d'hormones. On n'a pas besoin de réinjecter des hormones aux souris. Et on va fonctionner avec la quantité normale, endogène, physiologique d'hormones, et dans un micro-environnement qui est le micro-environnement normal dans lequel ces cellules se développent. Et le résultat, c'est que la prolifération est beaucoup moins forte. Vous voyez ici le marqueur Ki67 dont on a parlé tout à l'heure, c'est pratiquement le tiers. C'est le tiers, mais ça correspond à ce qui se passe dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on a très rarement 80% de cellules marquées par le Ki67 pour des tumeurs ER+. Et autre élément absolument fondamental, c'est du fait de la présence de ce micro-environnement adapté, eh bien, chez la souris, et pour la première fois depuis 30 ans, on va avoir des micrométastases aux bons endroits, c'est-à-dire aux endroits où ça se développe chez les patients, en particulier dans l'os ou dans le cerveau, alors qu'autrefois, on n'avait jamais ce type de progression métastatique dans les modèles animaux. Les caractéristiques des lignées restent les mêmes, en particulier vis-à-vis de l'expression du récepteur aux oestrogènes, le récepteur à la progestérone ou de HERB2. On va avoir encore une fois, alors que si on injecte dans le FAT-PAD, vous voyez qu'on va avoir que des métastases dans le poumon et aucune dans l'os. Quand on injecte en intraductal, on va avoir cette fois-ci des métastases osseuses qui, encore une fois, correspondent aux problèmes cliniques importants pour ce type de tumeur, mais problèmes cliniques qu'on n'avait jamais réussi jusqu'à présent à modéliser de manière satisfaisante. Et puis peut-être encore plus important, les lignées, vous savez, sont des bêtes de course, ce sont des cellules qui ont poussé, à qui on a appris à pousser sur du plastique avec du sérum de veau, avec beaucoup d'oxygène. Donc la biologie de ces cellules par rapport à des vraies cellules cancéreuses est profondément altérée. Et ce qu'a montré cette étude, c'est que si on fait des injections intraductales, eh bien, à partir de spécimens primaires de patients, à partir de tumeurs enlevées chez des patients, on va pouvoir les faire pousser. Et on va pouvoir les faire pousser chez la souris, et les caractéristiques, en particulier les caractéristiques d'expression du récepteur aux estrogènes, d'expression du récepteur à la progestérone et de prolifération, eh bien, ces caractéristiques dans la souris sont extrêmement proches de celles qu'on a pu observer chez le patient. Et ça, c'est fondamental, et ça fait encore une fois 30 ans que les scientifiques étaient à la recherche de cette technologie, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir regarder la biologie, en particulier la biologie de la réponse hormonale, dans un contexte in situ avec des niveaux physiologiques d'hormones. Parce qu'autrefois, on essayait de faire pousser ces tumeurs en bourrant les souris d'hormones, en bourrant les souris d'œstrogènes, ce qui évidemment était totalement non physiologique. Et là, on a, grâce au micro-environnement, grâce à la présence de cette membrane basale, moyen de regarder la prolifération, la différenciation, l'apoptose de ces cellules dans leur vrai micro-environnement, sachant qu'elles vont faire le vrai type de micrométastase. Et en particulier, ce que vous voyez représenté ici, c'est un traitement avec du fulvestrant. Et vous voyez qu'on va avoir, avec des quantités physiologiques d'hormones, un effet majeur du fulvestrant sur la croissance, effet dont vous voyez qu'il est dépendant en particulier de la présence de HERB2 dans cette tumeur qui avait en plus une amplification de ce récepteur tyrosine kinase. Vous voyez que le fulvestrant n'est plus actif, alors que quand on a le même type histologique de cancer lobulaire, on va avoir une réponse au fulvestrant qui est extrêmement importante. Et donc ça ouvre évidemment la voie au traitement personnalisé, ça ouvre la voie à l'exploration directe in vivo des vraies cellules qui affectent les femmes pour comprendre quel type de thérapeutique il faut choisir. Alors voilà, toujours une illustration donc de cet effet du fulvestrant dans lequel on voit la dégradation du récepteur aux estrogènes. Vous voyez ce canalicule dilaté par ces cellules de patientes qui ont été injectées. Elles expriment fortement le récepteur aux estrogènes, elles expriment un peu le récepteur à la progestérone. Après traitement au fulvestrant, eh bien, vous voyez qu'on a une disparition quasi complète du récepteur aux estrogènes, traduisant le fait qu'on a une dégradation in situ et absence du récepteur à la progestérone qui traduit l'absence de signalisation. On a bloqué la chaîne et on va pouvoir voir la même chose dans les micrométastases. Donc, cette nouvelle technologie est extrêmement importante. Elle devrait permettre une exploration des mécanismes de réponse au traitement in vivo. On a des conditions physiologiques d'hormones et d'environnement cellulaire.
et peut-être que la souris va permettre de mieux prédire la compréhension de la réponse hormonale chez la femme, quelque chose qui était pour l'instant resté très difficile. On sait que chez les leucémies, l'exploration de cette biologie chez la souris a été très poussée et très fidèle. Et donc on peut espérer qu'en utilisant ces modèles, on va comprendre mieux la signalisation hormonale in vivo. Ça va permettre aussi l'analyse des métastases et je pense que ce sera largement développé par Catherine Brisken dans la conférence qu'elle fera au mois de mai. Alors pour finir, on va revenir à des travaux extrêmement récents qui, là encore, ont changé la donne. Je vous ai dit que beaucoup de choses avaient changé, bien que ces récepteurs aient été clonés il y a 30 ans. Et donc, je reviens à cette figure historique de l'équipe d'Edwin Milgrom qui a décortiqué la réponse de la progestérone aux estrogènes et aux récepteurs aux estrogènes. Et donc, je vous ai dit que c'était le même élément de réponse qui était impliqué dans l'activation positive par le récepteur aux estrogènes et dans l'activation négative par le récepteur à la progestérone. Et ça, c'était au fond très, très inattendu, parce que le modèle classique aurait voulu que le récepteur aux estrogènes agisse par un ERE et que le récepteur à la progestérone agisse indépendamment par un élément de réponse de type PRE. Il y a des travaux très récents, vous voyez, publiés dans Nature l'an dernier, ont montré qu'en fait, il existe une signalisation croisée complexe, inattendue, entre le récepteur à la progestérone et le récepteur aux estrogènes. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails expérimentaux. Ici, ce sont des analyses de complexes protéiques à partir des récepteurs endogènes et dans lesquels on va regarder l'effet de la progestérone dans deux lignées cellulaires différentes et on regarde au fond, qu'est-ce qui s'accroche, quelles sont les protéines qui vont s'accrocher au récepteur à la progestérone. Et donc, on voit que si on ne traite pas, dans le contrôle, on va avoir un décrochage des chaperones qui sont liées à la progestérone et surtout, en réponse à la progestérone, dans les deux lignées, on va avoir une association au récepteur aux estrogènes. Donc ça soulignait un niveau inattendu de complexité dans lequel non seulement l'estrogène induit la progestérone se réprime elle-même, mais en plus, la progestérone va induire le contact du récepteur aux estrogènes avec le récepteur à la progestérone. Puis on peut faire l'expérience en sens inverse, c'est-à-dire qu'on prend ces mêmes lignées, on va maintenant traiter à la progestérone, mais on va précipiter le récepteur aux estrogènes, donc on trouve le récepteur aux estrogènes ici, et quelle est la seule protéine qui s'accroche? C'est le récepteur à la progestérone. Ce qui veut dire qu'en plus des régulations transcriptionnelles croisées dont on a parlé, maintenant il y a un contact entre les deux protéines qui est induit par l'hormone, qu'on peut démontrer par des expériences d'immunoprécipitation et qui peut se résumer par le schéma suivant, dans lequel finalement, au départ, avant la progestérone, eh bien, on a le récepteur aux estrogènes qui a permis d'induire la synthèse du récepteur à la progestérone, qui est fixé sur ces sites de l'ADN. Et en présence de progestérone, eh bien, la progestérone va faire partie du complexe, et ceci laisse ouvert la possibilité que maintenant la progestérone va rediriger le récepteur aux estrogènes vers certaines de ses cibles à lui. Ou inversement, ce qui vous est représenté ici, ou inversement que les cibles du récepteur aux estrogènes vont devenir dépendantes de l'activité transcriptionnelle du récepteur à la progestérone. Et donc, grâce aux techniques de génomique, c'est ce qui a pu être montré. Donc, vous voyez ici les fameux pics de ChIP-seq dont on a déjà parlé, qui traduisent l'occupation d'un loci sur l'ADN. Ici, il s'agit de ce gène qui, donc, en réponse à la progestérone, on va avoir fixation du récepteur aux estrogènes. Et ça, c'était évidemment tout à fait inattendu, puisque ça veut dire que la progestérone va avoir des effets de type estrogène-like. Et ça, c'est le contrôle positif. Pardon. Excusez-moi. Non, ça, c'est en réponse, aux estrogènes. Donc, en réponse aux estrogènes, on va avoir fixation des estrogènes ou de la progestérone. On va avoir fixation du récepteur aux estrogènes et du récepteur à la progestérone sur le même loci. Donc, ceci traduit maintenant au niveau d'un gène individuel cette création de complexes et le recrutement au niveau de l'ADN avec des coactivateurs comme la protéine P300, qui est une de ces histones acétylases qui va préparer le gène à être transcrit, donc qui va être responsable de l'activation du gène. Et effectivement, quand on regarde ça maintenant au niveau de tout le génome, on voit que dans les sites de liaison
à la progestérone, déterminée par ChIP-seq, eh bien, vous voyez qu'il y en a pratiquement un tiers qui sont en fait communs avec les estrogènes. C'est donc pas du tout, cette convergence des deux signalisations n'est pas du tout anecdotique, mais elle est extrêmement importante quantitativement. Et finalement, ce qu'avait vu Edwin Milgrom avec des cibles négatives il y a 25 ans est en fait quelque chose de général au niveau de la signalisation, au moins dans le sein. Et il y a un certain nombre de cibles donc, du récepteur à la progestérone qui vont être partagées avec le récepteur aux estrogènes. Alors ça a été vu par une autre équipe, publiée cette année, l'équipe de Geoffrey Green à Chicago, qui a cherché des concordances sur des échantillons, sur des lignées ou sur des échantillons de patients. Il a cherché des concordances entre la signalisation par la progestérone ou par les oestrogènes. Donc si les deux, donc ici vous avez l'induction ou la répression par les oestrogènes, ici l'induction ou la répression par la progestérone. Et si les deux signalisations étaient complètement séparées, on devrait avoir l'image en croix qui vous est représentée ici en gris. Et donc cette image en croix représente les gènes qui sont simplement induits par l'un ou par l'autre. Et ce que vous voyez tout à fait clairement, c'est qu'il y a en dehors de la croix eh bien, des synergies positives qui vous sont représentées ici en vert, ou des synergies ou des antagonismes qui vous sont représentés en rouge, dans lesquels, au fond, des gènes vont être, qui étaient a priori des gènes progestérone, vont être induits par les œstrogènes et vice-versa. Donc ceci peut être quantifié avec donc l'agonisme qui est plus important quantitativement que l'antagonisme. Donc l'antagonisme, c'est ce qui existe pour le gène du récepteur à la progestérone lui-même, et l'agoniste, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, bon, tout ça c'est très bien, mais à ce stade, ça n'est que de la biologie moléculaire. Est-ce que ça a une importance en physiologie? Eh bien, la réponse semble être oui, puisque si on prend maintenant toujours ce modèle dont je vous expliquais que ce n'était pas un très bon modèle, mais enfin c'est ce qu'ont utilisé ces auteurs, de cellules MCF7 qui vont pousser en présence d'œstrogènes. Avec des œstrogènes, elles vont pousser beaucoup. Si on rajoute de la progestérone, on voit qu'elles poussent beaucoup moins. Ce qui veut dire que cette redirection du récepteur aux estrogènes par le récepteur à la progestérone activée va avoir des effets antiprolifératifs. Et effectivement, c'est ce que l'on peut voir sur l'analyse des gènes cibles. Et on trouve la même chose même en présence de tamoxifène. Vous voyez, si on est avec un antagonisme par du tamoxifène, on va encore gagner un effet antiprolifératif en rajoutant de la progestérone. Et donc, si on regarde maintenant sur la survie des cancers du sein, donc chez des vrais patients, vous voyez 1500 patients, on s'aperçoit qu'en fait, il va y avoir une perte du récepteur à la progestérone dans l'évolution de la maladie et que cette perte du récepteur à la progestérone est associée à une moins bonne survie sur des temps assez longs. Vous voyez qu'on est sur plusieurs dizaines d'années. Et donc, cette perte du récepteur à la progestérone va s'accompagner, au fond, d'une résistance aux anti-estrogènes. Quand on regarde maintenant, en séparant les différents types de cancers, eh bien on voit que cette perte du récepteur à la progestérone, qui vous est représentée en bleu, en fait, elle est particulièrement importante dans les cancers de type lumino-B. Et donc, en fait, elle pourrait participer, avec les activations d'oncogènes, elle pourrait participer à cette résistance thérapeutique des cancers de type lumino-B. Donc, vous voyez qu'on finit sur un espèce de paradoxe, puisque je vous ai dit au départ que c'est finalement dans la glande normale, c'est la progestérone qui fait pousser, et que là, je suis en train de vous expliquer que dans le cancer, finalement, la progestérone, elle fait plutôt différencier. Alors ça traduit le fait que la glande normale, la biologie de la glande normale et la biologie du cancer ne sont pas les mêmes, et que donc des facteurs qui, pour des cellules normales, peuvent être des facteurs de prolifération, semblent ici être plutôt des facteurs de différenciation, et donc avoir un effet bénéfique dans le déroulement de ce cancer. Et vous comprenez bien que ces travaux qui sont extrêmement récents soulèvent des très intéressantes perspectives, aussi bien au niveau de la biologie de la tumeur que bien sûr de la réponse thérapeutique, parce qu'on peut imaginer du coup chercher des agonistes de la progestérone pour chercher à augmenter cet effet antiprolifératif qu'on a vu. Et donc on se retrouve avec un schéma que j'ai essayé de représenter ici, qui est un schéma probablement incomplet, dans lequel le récepteur aux estrogènes en présence d'estrogènes va induire la forte activation du récepteur à la progestérone.
En présence de progestérone, on va avoir un rétrocontrôle négatif, hein, on l'a vu, d'extinction du signal. Et par contre, en présence de progestérone, eh bien, on va avoir une redirection du récepteur aux estrogènes vers un programme qui est plutôt un programme de différenciation et un programme antiprolifératif dans le cancer, alors que dans les cellules normales, on a vu que c'était plutôt un signal de prolifération des cellules normales. Donc encore une fois, ceci illustre un début de compréhension de ces cascades de signalisation, de ces signalisations croisées entre ces différents récepteurs. Et vous voyez qu'en plus, on a une version simplifiée, puisque là, j'ai considéré les hormones comme constantes, alors qu'on sait que les hormones varient dans le temps. Donc on a un système oscillatoire avec des récepteurs qui se contrôlent les uns les autres de façon positive, négative ou autorégulée, et des hormones qui varient aussi, hein, et qui, donc, dans la physiologie normale, vont donner la physiologie de la reproduction chez la femme, et quand ils sont désorganisés, vont être à l'origine du traitement, du développement des cancers. Donc, en conclusion, ce dont j'ai essayé de vous convaincre, c'est qu'on a au fond un rôle essentiel du facteur de transcription tout au long de la maladie. Il y a tout au long de la maladie, avec des similitudes frappantes entre le sein et la prostate, hein, dans les mécanismes. Et vous avez vu au départ que l'épidémiologie du cancer du sein et l'épidémiologie du cancer de la prostate, c'est la même. Donc ça suggère que les mécanismes qui vont prévaloir au développement de ces cancers pourraient être les mêmes. Par contre, l'activation de ces facteurs de transcription peut varier au cours du temps. Elle peut varier au cours du temps, et donc il y a une grande diversité des mécanismes d'activation. On l'a vu pour les estrogènes, on l'a vu pour la progestérone. Il peut varier autour du temps, en particulier du fait de la présence de nouvelles mutations. Néanmoins, la surexpression et le rôle de la surexpression est une relative constante. On a vu que la quantité totale de récepteurs était importante. Il y a des relations complexes et réciproques en fonction entre les différents membres de la famille. On a vu androgènes et glucocorticoïdes. On a vu ici estrogènes et progestérone. Vous avez également noté que dans la majorité des cancers du sein, il y a une forte expression du récepteur aux androgènes, dont la fonction, qui pourrait également avoir une fonction importante dans les tumeurs. On a des mutations ou des amplifications sous la pression négative des anti-hormones ou sous la pression positive d'autres hormones. Rappelez-vous ce qu'on a vu pour la prostate. Et tout ça donc crée un corps biologique de savoir qui est relativement homogène et qui est finalement pas très différent de ce qu'on a pu voir pour les rétinoïdes dans des leucémies, et qui fera l'objet d'un autre cours où on voit finalement cette fois-ci dans le système hématopoïétique, hein, des choses relativement similaires pour les récepteurs à l'acide rétinoïque dans les leucémies. Donc voilà ce que je voulais vous dire. C'est donc la fin de ce cours pour cette année. Je n'ai pas encore décidé ce dont je parlerai l'an prochain. Et pour ceux d'entre vous qui ont été intéressés par ces récepteurs aux stéroïdes, le 9 mai, il y aura le séminaire de la chaire avec un certain nombre de grands spécialistes, hein, soit de ce type de cancer, soit de la signalisation par ces récepteurs hormonaux. Et donc je vous incite à venir le 9 mai. Merci beaucoup.